journal de 12h30, c'est avec Patrick Roger. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron n'en finit pas d'agiter la classe politique et de susciter les réactions. La dernière ce matin, celle de Jean-Marie Le Guen, invité du grand rendez-vous européen. Il est certain qu'Emmanuel Macron sera aux côtés de François Hollande à la présidentielle. Déclaration du secrétaire d'État aux relations avec le Parlement qui avertit son collègue du gouvernement qu'il n'y a pas d'aventure individuelle dans l'action politique. Une allusion à la dernière déclaration chez nos confrères d'Arte où Emmanuel Macron estime que la gauche aujourd'hui ne le satisfait pas. Évidemment, nous y reviendrons tout à l'heure en détail à 12h30. L'agression d'un militaire hier soir en gare de Strasbourg. Il a été légèrement blessé au cutter alors qu'il était avec une patrouille sentinelle. Une agression par un homme qui a tenu des propos en arabe avant de prendre la fuite. Un accident de la route fatal à une famille britannique ce matin en Bourgogne sur l'autoroute A39. Le père de 31 ans et deux de ses enfants de 4 et 12 ans ont été tués sur le coup. Un autre enfant est grièvement blessé et la mère légèrement touchée. Prince incinéré dans la plus stricte intimité cette nuit. Le lieu où ses cendres seront déposées reste secret, mais un grand hommage est en préparation à Minneapolis, sa ville natale, où nous serons tout à l'heure dans le journal. Mission réussie pour Solar Impulse 2. L'avion 100% solaire a traversé le Pacifique de Hawaï à San Francisco où il vient d'atterrir. Nous vous raconterons cette nouvelle étape qui vise à démontrer le potentiel des énergies renouvelables. Barack Obama, attendu cet après-midi en Allemagne. Le président américain qui est actuellement à Londres doit se rendre cet après-midi à Hanovre dans un premier temps avec au menu les discussions sur le traité transatlantique. La page des sports avec du football, du rugby et du judo. Nous reviendrons sur la 3e Coupe de la Ligue consécutive remportée par le PSG hier soir contre Lille. Nous évoquerons la suite de la 35e journée de Ligue 1. L'affiche notamment Marseille-Nantes tout à l'heure à 14h et puis Rennes-Monaco. L'affiche ce soir à 21h en direct sur Europe 1. Du rugby avec le Racing 92 en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Leicester cet après-midi et puis l'Euro de judo avec un Teddy Riner toujours au sommet. La météo, Valérie Darmon, le coup de froid est bien arrivé. Oui, on s'enfonce dans des températures hivernales dignes d'une fin février, début mars, avec des maximales de 5 à 7 degrés sous les normales de saison, ce qui va nous donner pour cet après-midi 8 degrés annoncés à Reims et à Beauvais, 9 à Charleville et Évreux, 10 degrés seulement à Paris et Strasbourg ainsi que Clermont-Ferrand, 11 à Tours ou encore à Blois, 12 à Lyon et au Mans ainsi que Poitiers, 14 à Nantes et à Bordeaux, 16 degrés à Marseille et 19 degrés à Nice. Du côté du ciel, vous connaîtrez toute la journée aussi des averses du grésil et des orages passagers du nord à la Franche-Comté jusqu'aux frontières de l'Est, avec la neige qui tombe à basse altitude. Et puis à l'ouest, belle amélioration avec le retour tout de même d'un temps sec et de belles éclaircies. Fallait y penser quand même, aller faire du ski au mois de mai plutôt qu'à Noël, quoi. Hein. Il y a plus de neige quasiment. On est fin avril. Oui, c'est ça. Non, mais quasiment au mois de mai, on y arrive. Merci, à tout à l'heure, 12h30, 12h45, Dimanche Magazine, avec nos chroniqueurs, nos 3 chroniqueurs. Guérou sur le dopage de Mamadou Sakho, Philippe Bilger pour son parti pris sur le mouvement Nuit debout, et puis l'homme de la gastronomie, JP Géné, sur un produit de saison. On l'oublie assez souvent. Sophie. C'est lequel? Les cuisses de grenouille. On en parle tout à l'heure. À tout à l'heure. D'ici là, la suite des Carnets du Monde avec Esther Lenneman sur Europe 1. 11h30, les Carnets du Monde. Europe 1. Esther Lenneman. Rebonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Les Carnets du Monde vous accompagnent jusqu'à 12h30 et le programme est enchanteur. Si, enchanteur. Nous allons vous faire découvrir des allées bordées de roses et de jasmin, des fontaines, des oiseaux, bref, de petits paradis terrestres qui jadis étaient réservés aux sultans, à leurs belles et à leurs courtisans. Aujourd'hui, on rénove les jardins au Maroc et on les expose à l'Institut du monde arabe à Paris. Vous avez aussi rendez-vous bien sûr avec la bande des Carnets, du jazz, du polar et les malheurs de Dilma Rousseff vus par des dessinateurs sud-américains. Mais d'abord, on retrouve Valentin Riglet-Brussy et son petit journal insolite. Et comme chaque dimanche, il
vient nous rendre compte de ces trouvailles improbables. Bonjour Valentin. Bonjour Esther, bonjour à tous. Vous allez commencer votre tour du monde insolite dans le Grand Nord, en Finlande très précisément. Eh oui, là-bas aussi le service public des postes est confronté à la baisse du trafic du courrier papier, alors on cherche à se diversifier. En France, la poste a évolué vers la banque, la téléphonie aussi. Eh bien en Finlande, ils sont tout de même plutôt originaux. Les facteurs vont tondre les pelouses des particuliers. Tondre les pelouses. Exactement. Les Exactement. C'est même les postiers eux-mêmes qui ont eu cette idée. Alors l'expérience va être menée cet été. De toute manière, en hiver, en Finlande, il n'y a pas grand-chose à attendre. Peut-être les reines du Père Noël non et plus, encore cela dit. non plus. Mais alors pour un particulier, très concrètement, ça coûtera 130 € par mois à raison d'1 heure de tondeuse par semaine. Et l'idée de la Poste, c'est évidemment de se diversifier, de mieux occuper le temps des facteurs et surtout de garder ses salariés. En mars dernier, l'entreprise publique avait annoncé 700 suppressions d'emplois sur les 22 000 que compte cette entreprise publique, justement. Des facteurs au jardin, il faut décidément vivre avec son temps. D'ailleurs, en parlant de vivre avec son temps, on continue en Espagne avec un Don Quichotte 2.0. Vous allez m'expliquer. Alors vendredi, c'était le 400e anniversaire de Miguel de Cervantes, de la mort de Miguel de Cervantes, qui est l'auteur du roman universellement connu Don Quichotte de la Mancha, ce chevalier légèrement perché qui confond les moulins à vent avec des géants. Et bien pour marquer le coup, un Barcelonais a une idée étonnante, poster l'intégralité du roman, mais sur Twitter. Attendez Valentin, sur Twitter, il y a un nombre de caractères limité pour chaque message. Esther, vous êtes complètement à jour, c'est 140 caractères au maximum. Alors c'est un peu léger, 140 caractères pour un roman qui en compte 2 200 000 de caractères. Alors notre Barcelonais, il a découpé Don Quichotte, si on peut dire, en 17 000 tweets. Il a commencé en 2014 et depuis, chaque jour, il publie 28 extraits numérotés de l'ouvrage. Le dernier tweet a été posté vendredi, le jour de l'anniversaire de la mort de l'auteur de Don Quichotte, Miguel Cervantes. Alors ça fait un petit peu usine à gaz, on pourrait dire, pour chasseurs de moulins à vent. Pas du tout Valentin, je trouve que c'est une idée géniale. Mais vous êtes 2.0 Esther, c'est pour ça. Je suis 2.0. Allez, on va terminer avec les bons conseils d'un grand de ce monde, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Ah, ça, on ne fait pas mieux en termes de coach de vie. Ce jeudi, par exemple, pendant son discours à la nation, le président Loukachenko s'est préoccupé de la santé de ses concitoyens. Il a dit: il faut que la population pense à sa santé, qu'elle ait un mode de vie sain, qu'elle s'alimente correctement et arrête de fumer et de boire de l'alcool. Bon, jusque-là, vous me direz, rien de plus normal, surtout dans un pays où l'on consomme le plus d'alcool au monde, 17 litres et demi d'alcool par habitant et par an. Mais sa phrase n'était pas finie. Quant à arrêter l'alcool, le président a ajouté: mais pas complètement, bien sûr, si on arrête de boire, alors d'autres malheurs viendront. Allez comprendre la philosophie biélorusse. Il faut dire que le président nous avait déjà habitués à nous divulguer des trucs et astuces toujours un peu déroutants. En 2014 par exemple, toujours dans son discours à la nation, il conseillait aux Biélorusses de ne pas manger de pommes de terre avec de la viande pour éviter les problèmes de digestion. Loukachenko, un président totalitaire, mais également préoccupé par la santé de ses concitoyens. Donc merci Valentin. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour la bande des carnets. Mon petit Noël me dit que vous nous amenez du jazz. Exactement, à tout à l'heure. À tout à l'heure Valentin, merci. La suite des carnets du monde sur Europe 1. Je vous propose de jouer puisqu'on vous offre ce week-end le robot cuiseur multifonction, le Cook Expert de Magimix. Grâce à l'induction et ses 12 programmes automatiques, vous réaliserez facilement de nombreuses recettes que vous pouvez retrouver sur l'application gratuite Cook Expert Magimix. La valeur de ce cadeau à découvrir all set à la Foire de Paris, 1 200 €. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot chance par SMS au 7 39 21. 65 centimes plus le coût du SMS, 3 messages pour jouer. Vous appelez au téléphone 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance à tous. Europe 1. Des magasins qui vendent des parquets qui ne cassent pas des briques, il y en a partout. Mais une enseigne qui vous propose un parquet massif, origine France, à 12,90 € le mètre carré, conseil compris, il n'y en a pas deux. Et oui, chez La Paire, jusqu'au 15 mai, vous profitez de 10 € de remise immédiate par tranche de 100 € d'achat sur tous les catalogues intérieurs. 10 € offerts par tranche de 100 € d'achat. La Paire, naturellement, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent.
Nissan, leader mondial des véhicules 100% électriques, agit aujourd'hui pour vous emmener encore plus loin en créant la Nissan Leaf avec jusqu'à 250 km en une seule charge. Vous aussi, rejoignez le courant et venez découvrir la Nissan Leaf, la meilleure autonomie de sa catégorie. Réservez votre essai chez votre concessionnaire ou sur nissan.fr. Nissan Leaf, batterie 30 kWh, la meilleure autonomie cycle NEDC au 1er janvier 2016 sur le segment C-Compact. Nissan, innovez autrement. Il paraît qu'à Paris, on ne partage pas toujours ses bonnes adresses. C'est faux. Vous voulez aménager ou décorer votre intérieur? La meilleure adresse pour comparer une sélection de marques et de produits innovants, unique en France et pour tous les budgets, c'est Foire de Paris. Foire de Paris, du 29 avril au 8 mai à la porte de Versailles, de 10h à 19h. Nocturne les 3 et 6 mai jusqu'à 22h. Foire de Paris, c'est uniquement ici, avec Europe 1. Esther Lenneman sur Europe 1, tous les dimanches, 11h, 12h30, les carnets du monde. Alors une petite suggestion, si vous êtes au volant ou bien dans votre cuisine en train d'éplucher des légumes, ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire. Sinon, faites-moi confiance, fermez les yeux et respirez à fond. En tout cas, les yeux fermés ou les yeux ouverts, nous allons partir au paradis. Imaginez des allées bordées de roses et de jasmin, des fontaines, des chants d'oiseaux. C'est le décor d'une très belle exposition qui vient d'ouvrir à l'Institut du monde arabe à Paris. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Esther, bonjour à tous. Diane, vous passez votre vie à visiter des expositions et cette fois vous avez encore plus de chance que d'habitude parce que vous avez vu et cette exposition à l'Institut du monde arabe et les jardins qui l'ont inspiré. On l'entend d'ailleurs, racontez-nous Diane. Oui, absolument Esther. J'ai eu cette chance en effet de pouvoir me promener, rêver dans ces jardins d'Orient. Alors cette fois-ci je vous emmène au Maroc, d'abord à Marrakech. Dans le plus vieux jardin de la ville, on est noyé dans les champs d'oliviers, les palmiers, au milieu des rigoles, près du grand bassin d'eau. C'est là que j'ai rencontré Abdelatif Abourisha, un Marrakchi pur jus, il a 60 ans, et ce jardin, pour lui, c'est d'abord son enfance. Mon père, il m'amène chaque vendredi. Avec mes frères, on vient en bicyclette. Et on fait le pique-nique ici, et puis on fait la sieste. Et les habitants, c'est-à-dire les Marrakchis, ils viennent se reposer ici. Pour eux, c'est un poumon de respiration, de nostalgie, de se rencontrer entre les artisans, les écrivains. Même il y avait à l'époque des peintres, des musiciens qui viennent de faire des répétitions ici. Pour nous, les souvenirs ici, c'est le pique-nique quand on était enfant, parce qu'on mange bien, on boit du thé. Il n'y avait ni pas de coca, ni hamburger, ni tout. C'est le pique-nique marocain, c'est-à-dire les petits gâteaux, les petites galettes et tout ça. Pour nous, le paradis, c'est le jardin. Le paradis, c'est le jardin. On est ici donc à Marrakech, au port de la ville, à 2 pas des remparts, avec vue sublime sur les montagnes de l'Atlas, Esther. Et le jardin dont parle ce monsieur, eh bien c'est un jardin agricole en cours de restauration. On écoute la commissaire d'exposition Sylvie Depont. Nous sommes ici dans les jardins de l'Agdal, 515 hectares aux portes de Marrakech, quelques vieux jardins de Marrakech, dans lesquels on ressent justement cette atmosphère extraordinaire à la fois de paix, de tranquillité au milieu des oiseaux, mais également on voit toute la technicité extraordinaire qui date du XIIe siècle. Les premiers arbres ont été plantés au XIIe siècle. Les alignements d'arbres, les oliviers, les palmiers, là ils vont replanter sous les oliviers des agrumes, des orangers, des citronniers, des mandariniers. C'est vraiment le jardin nourricier qu'on trouve autour des grandes villes du Maroc et qu'ils vont entièrement remettre en état pour pouvoir l'ouvrir au public. Diane, depuis tout à l'heure, on parle de jardin d'Orient. Ça veut dire quoi précisément, un jardin d'Orient? Écoutez Esther, un jardin d'Orient, ça répond à des codes très précis. Les premiers jardins d'Orient, on les trouve en Perse, au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le jardin persan, on connaît les tapis persans. Là, on peut parler de jardin persan. Ce sont ces merveilleux jardins paradisiaques, très idylliques, sorte d'Éden qu'on voit comme ça sur les miniatures persanes. D'ailleurs, le paradis désigne le jardin en perse. Et ce sont eux, donc les Perses, qui ont inventé ce jardin très dessiné, aux formes géométriques, avec un plan comme ça en croix. Écoutez la spécialiste Agnès Carayon. C'est un jardin où les jeux d'ombre et de lumière sont très importants. C'est surtout un jardin avec un dessin qui est rigoureux. Le plan en croix est fondamental, on le retrouve à peu près partout. C'est un jardin qui est structuré par l'eau. L'eau est absolument fondamentale. Les jardins orientaux sont des jardins d'eau. C'est également un jardin d'essence. C'est pas juste un jardin qui émerveille la vue, c'est un jardin
jardin qui flatte également l'ouïe avec le chant des oiseaux, flatte l'odorat avec l'odeur des fleurs. Les fleurs sont vraiment choisies pour leur odeur et pas uniquement pour leur beauté. Les fruits sont bons à manger. Le parfum de la fleur d'oranger. Le parfum de la fleur d'oranger, le parfum de la rose, le parfum du cyprès aussi. Un jardin oriental ne se conçoit pas sans cette dimension olfactive, sans le chant des oiseaux, sans le murmure de l'eau qui coule. Le murmure de l'eau qui coule, on l'entend là, Esther, hein, avec cet extraordinaire parfum, en effet, de la fleur d'oranger qui nous poursuit longtemps. Et ces jardins, à l'origine, il faut savoir que ces jardins sont des jardins clos, des jardins privés, qui appartenaient à l'élite. Avant l'introduction du jardin public, comme il fallait maîtriser l'eau pour pouvoir créer un jardin, c'était quand même essentiellement un jardin qui appartenait aux gens importants, aux princes ou à des notables. C'est un signe de pouvoir que d'avoir un jardin. C'est un lieu de pratique intime, donc où on écoutait des concerts, on écoutait de la musique, où il y avait des rencontres amoureuses. Certaines miniatures sont très explicites sur ce qui se passait dans un jardin, mais c'est également un lieu d'ostentation où on montrait son pouvoir à des ambassadeurs, pour leur montrer qu'on contrôlait la nature. On leur montrait les belles pièces du palais, mais on leur montrait également le beau jardin. Alors Agnès Carayon, qu'on vient d'entendre, qui est la commissaire de l'exposition qui vient d'ouvrir à l'Institut du monde arabe, elle évoque des miniatures que l'on peut découvrir justement dans cette exposition. Diane, vous les avez vues. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette exposition? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors écoutez, Esther, c'est une expo en 2 temps, qui est très très riche, très intéressante vraiment, et sensuelle aussi, parce que ça c'est un des temps de l'expo, c'est qu'on a un vrai jardin oriental, grandeur nature, reconstitué sur le parvis de l'Institut du monde arabe, avec ce tracé en croix dont je vous parlais, sur 2 niveaux là. Vous avez le canal bordé de rosiers, cette végétation luxuriante, et puis vous avez l'expo à l'intérieur évidemment de l'IMA, l'Institut du monde arabe. Vous avez l'histoire qui nous est retracée de ces jardins d'Orient, de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Dans l'expo, on commence par l'oasis, et donc jusqu'au jardin public d'aujourd'hui, avec des photos, des films, des peintures à la pluie. On voit comment les Arabes ont inventé ces systèmes hydrauliques ingénieux dont ils avaient besoin évidemment dans les déserts, les terres arides. Et puis vous avez de très belles miniatures persanes, en effet, on en parlait, qui évoquent ce jardin, lieu de musique, de poésie, d'amour. On a même un bassin d'eau à l'intérieur de l'expo, avec des fontaines de toutes les époques, de l'Espagne andalouse au Mogol, des vasques, des céramiques, une très belle jarre de l'Alhambra. Les jardins arabo-andalous, Esther, je les ai vus également au Maroc. Il y en a à Fès, il y en a à Tétouan, il y en a à Rabat où je me suis rendue. Et on se rend compte qu'il y a une vie, évidemment, mais comme dans nos propres jardins, évidemment, dans les jardins publics aujourd'hui, les jardins d'Orient, il y a cette vie qui pétille dans les remparts de la Médina. J'ai pu m'en apercevoir. Dans les très beaux jardins de Rabat, j'ai croisé un groupe de jeunes gens qui comme ça, par hasard, qui chantaient. Et écoutez, c'est magnifique, c'est du chant arabo-andalou. Juste une guitare et des voix. C'était le coup de cœur de Diane Chenouda, les jardins d'Orient. Merci Diane, à bientôt. Merci Esther, à bientôt, avec plaisir. Alors une expo qui est à voir à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'à la fin septembre. Et nous on va continuer dans la culture avec un livre, un dessin, une chanson. C'est le rendez-vous de la bande des carnets. À tout de suite. Écosystème. Emmanuel Dutheil. L'économie est au cœur de vos préoccupations, de votre quotidien. Je vous propose d'en parler chaque semaine dans Écosystème pour faire le tour de toute l'actualité économique. Écosystème, c'est votre magazine économique présenté par Emmanuel Dutheil tous les dimanches à partir de 18h15 sur Europe 1. Et tout à l'heure, on passe une petite annonce. Notre invité, le patron du Bon Coin. Europe 1, un temps d'avance. En ce moment, chez Citroën, tout le monde retrouve le sourire. Pas vrai, les Angry Birds? Oui, c'est vrai. On n'avait jamais entendu des offres pareilles. Vous voulez parler de la reprise Argus plus 4 000 € sur Citroën C3 avec climatisation et tablette tactile 7 pouces? Oui, mais on va quand même tout casser. Retrouvez le sourire avec Citroën. En ce moment, profitez d'une reprise Argus plus 4 000 € sur Citroën C3 avec climatisation et tablette tactile 7 pouces. Équipement selon version, offre jusqu'au 31 mai, hors attraction et vitamines. Détails sur carstore.citroën.fr. Angry Birds le film, seulement au cinéma. Citroën. Oh chérie, merci pour la bague et le collier. Tu peux m'offrir les boucles d'oreilles en plus? Comment ça non?
À la Mutuelle de Poitiers, ils m'offrent bien du bonus en plus, eux. Eh oui, pour réduire le coût de votre assurance auto, Mutuelle de Poitiers Assurance vous offre du bonus en plus. Rendez-vous en agence ou sur mutuelledepoitiers.fr. Europe 1, 11h, 12h30, les carnets du monde. Esther Lenneman. Allez, une belle page de toutes les couleurs pour boucler ces carnets du monde. La bande des carnets vient d'entrer dans ce studio. Bienvenue, bonjour tout le monde. Bonjour Esther. C'est avec de la musique qu'on va démarrer, Valentin. Vous allez nous faire swinger. J'espère bien, oui, avec un peu de jazz. Une fois n'est pas coutume, c'est le jazz de Ray Lema, pianiste congolais à l'immense carrière qui vient de sortir un nouvel album. C'était vendredi. L'album s'appelle Headbug, qu'on peut traduire par prise de tête. Mais je vous promets que sa musique, c'est plutôt un remède à la migraine. Piano, saxophone, trompette, batterie, basse. Avec le Ray Lema Quintet, on retrouve une formation classique pour du jazz efficace. Alors faites swinger votre dimanche avec Smart Times de Ray Lema. De Ray Lema, c'est groovy, c'est jazzy, c'est un morceau qu'on retrouve sur son album Headbug, et non pas Headbug, l'insecte de Head. Headbug, c'est donc son dernier album qui est sorti le 22 avril. Alors, pour vous resituer le personnage, Ray Lema, c'est un artiste expérimenté. Il est né en 1946 dans ce qu'on appelait alors le Congo belge. Et à quoi ça tient une carrière? Il s'en est fallu de peu qu'il ne devienne prêtre, Ray Lema. Et c'est justement un père belge qui remarque le petit Ray et surtout son grand talent. Donc pas de carrière ecclésiastique, mais une grande histoire d'amour avec la musique. Il découvre d'abord la diversité artistique de son pays, qui entre-temps a pris le nom de Zaïre. Mais comme il ne s'entend pas très bien avec Mobutu, alors au pouvoir, Ray Lema va poser ses valises à New York. Et là, ce sera le début d'une longue carrière internationale. Il va incarner le succès de la musique dite world dans les années 80. Et il va multiplier les collaborations avec des partenaires très variés. Une chorale bulgare, un chanteur brésilien, un orchestre de chambre suédois. Résultat, cet album de jazz épuré, Headbug, c'est son 19e album déjà. Cette légende de la musique, on pourra l'apprécier bientôt sur scène, Valentin. Bien évidemment, Esther. Alors, le 5 mai, il sera au festival Jazz sous les Pommiers à Coutances. Le 26 mai, au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, c'est à Paris. Et le 17 juin à Lille, puis le 7 juillet à Cognac. Et le 4 juin, retour au pays à Kinshasa, après 37 années d'absence. Exactement, un moment très fort pour lui. Bon, ce sont des dates que vous allez mettre sans faute sur la page des Carnets du Monde, Valentin. Sans faute, Esther.
Nous allons maintenant changer d'expression artistique, Maude, et de pays, puisque vous nous emmenez au Brésil à travers 3 dessins de presse, 3 dessins sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Oui, alors vous le savez, la présidente brésilienne est empêtrée dans une affaire de corruption. Elle est accusée en gros d'avoir maquillé les comptes du pays avant sa réélection en 2014. Dimanche dernier, une majorité de députés a voté pour sa destitution. Maintenant, c'est au Sénat de se prononcer, mais ça, il ne le fera qu'au mois de mai. Un long processus, tel une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de Dilma, comme le résume très bien le dessinateur brésilien Amorim à travers ce dessin. Alors on voit au premier plan, à gauche, Dilma Rousseff, debout dans l'herbe, les bras croisés. Elle regarde vers le sol et derrière elle, il y a ces 2 grandes collines bien vertes. Et entre ces collines, une horloge géante qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais cette horloge, quand on regarde d'un peu plus près, eh bien on se rend compte qu'elle est en forme de balance, la balance de la justice. Voici donc la présidente brésilienne qui n'a d'autre choix que d'attendre que la justice règle son sort. Et le dessinateur hondurien Darius Banagas, lui, n'a pas attendu que la justice se prononce pour attribuer un beau carton rouge à la présidente brésilienne. Oui, avec un dessin intitulé Bye Bye Dilma, au revoir Dilma. Un joli dessin en noir et blanc sur lequel la présidente est debout, en tenue de foot, short noir, maillot à manches courtes. Son pied gauche est posé sur le ballon, sur lequel on peut lire d'ailleurs le mot corruption. Et face à elle, un bras lui tend un énorme carton rouge vif. C'est le seul élément en couleur de ce dessin. Et sur ce bras, il est écrit Brésil. Le message du dessinateur Dario Banagas est clair. Ici, c'est le peuple brésilien qui siffle l'arrêt de jeu pour Dilma Rousseff. Un dernier dessin, Maude, celui-là nous arrive du Nicaragua. Oui, le dessinateur s'appelle Carlos Javier Molina. Il résume très bien la situation du Brésil. Dans ce dessin, on voit la présidente Dilma qui s'accroche comme elle peut au drapeau brésilien qui est au-dessus d'elle. Elle est suspendue à lui, mais à force de tirer dessus, ce drapeau est sur le point de céder, surtout que Dilma a un poids supplémentaire. Accroché à elle, cette fois-ci, c'est l'ancien président Lula qui, lui aussi, vous le savez, est impliqué dans cette grande affaire de corruption et qui s'accroche donc comme il peut à la jupe de la présidente pour ne pas tomber à son tour. Dilma Rousseff, dont on va évidemment suivre les mésaventures dans les prochaines semaines. Les dessins sont sur le site, naturellement, Maude. Évidemment. Merci. Allez, on va varier les plaisirs. Cette semaine, Nicolas, vous nous avez dégoté un petit thriller de Sous les fagots, un thriller glacial, dites-vous. De Joe Nesbo, l'un des maîtres du polar scandinave, et Dieu sait qu'ils sont très forts dans le domaine. Il est norvégien, précisément, Joe Nesbo. Gallimard publie Du sang sur la glace dans sa collection Folio en poche. Il fait froid, donc, dans ce livre, très froid. Je vous lis le début, vous allez voir qu'on est tout de suite dans l'ambiance. La neige dansait comme du coton dans la lumière du réverbère. Sans direction, sans savoir si elle voulait monter ou descendre, elle se laissait simplement guider par ce foutu vent glacial qui venait des grandes ténèbres du fjord d'Oslo. Ils tourbillonnaient ensemble, le vent et la neige, tournaient et tournaient sur les quais dans le noir entre les hangars fermés pour la nuit, jusqu'à ce que le vent se lasse et laisse sa partenaire de danse tout contre le mur. Mur où la neige sèche, soufflée de part en part, s'était agrégée sous les chaussures de l'homme dans la poitrine et la gorge duquel je venais de tirer. Bon, alors donc, en dehors des descriptions, il se passe quand même quelque chose dans ce thriller et on comprend qu'il y a déjà un mort. Et c'est Olaf, le narrateur donc qui vient de tirer. Rien de personnel, cela dit. L'homme qu'il vient d'abattre est en fait un sbire du pêcheur avec un P majuscule, une sorte de chef de gang. Olaf, lui, c'est un expéditeur, c'est-à-dire qu'il se charge des basses œuvres, des petites vengeances de Hoffman, son patron, c'est un tueur à gages en fait. Et Olaf ne sait rien faire d'autre, il est malfaiteur dans l'âme, mais il est nul par exemple comme chauffeur pour échapper aux flics. Il ne sait pas conduire discrètement, il se fait avoir à chaque fois. Il ne veut plus faire de braquage non plus parce qu'il a traumatisé un employé de banque un jour et ça l'a ennuyé. Parce qu'il a quand même quelques scrupules, Olaf. Tragique, Olaf. Et voilà. Et en parlant de scrupules, il ne fait pas non plus dans le business de la drogue ou la prostitution, question d'éthique personnelle. Parce que bon, il gagne certes sa vie en tuant des voyous et des criminels pour le compte d'un autre criminel, mais il a bon cœur, croyez-moi ou non. C'est pour ça qu'il est un peu désarçonné quand son patron, Hoffman, lui confie une nouvelle mission, expédier, c'est-à-dire assassiner, sa femme, Madame Hoffman, parce qu'il est persuadé qu'elle le trompe.
Olaf, lui, il n'en a pas vraiment envie, mais bon, il n'a pas trop le choix non plus, donc il accepte. D'abord, il loue un appartement pile en face de la maison de Madame Hoffman, qui s'appelle Corinna, pour pouvoir l'observer quelques jours, savoir quand perpétrer son crime. Vous voyez, le problème, c'est qu'en la voyant pour la première fois, quand elle apparaît derrière la fenêtre de son salon, eh ben, il en tombe immédiatement amoureux. Pouf, comme ça, ouais, il tombe amoureux. C'est un coup de foudre. Bon, donc sa mission va être plus difficile que prévu. Et oui, d'autant que l'amant a fait son apparition, il vient tous les jours à la même heure, et le patron d'Olaf s'impatiente. Au bout de quelques jours, il commence même à poser des questions, à demander mais pourquoi c'est si long, et les choses vont encore bien se compliquer ensuite, croyez-moi, vous n'avez pas idée à quel point. J'imagine, c'est toujours plein de détours, les intrigues de Joe Nesbø. Donc vous allez nous en dire un peu plus sur cet auteur de polar remarquable. Il est donc norvégien, c'est donc l'un des plus grands écrivains de polar là-bas, notamment parce qu'il ne se contente pas de nous raconter une bonne histoire bien faite, il explore aussi dans ses romans la vie, les gens, la culture des pays où se déroulent ces histoires. Pas toujours la Norvège d'ailleurs, et il a une vraie écriture, un style, une marque de fabrique si vous voulez, c'est ce qui en fait un auteur intéressant et c'est pour ça que vous êtes fan, Esther. Absolument, cela dit, on aime ou on n'aime pas. Pour savoir, nous vous conseillons donc Du sang sur la glace chez Gallimard. La traduction, Nicolas? C'est Céline Roman-Monnier, et d'ailleurs le livre va être adapté au cinéma avec Leonardo DiCaprio. En luxe. Merci Nicolas. La bande des carnets revient la semaine prochaine. Mais bien sûr, avec sans faute. Allez, bonne semaine à tous. Il est temps de refermer ces carnets du monde. Merci à Sophie Mallier, notre réalisatrice, et à Valentin Riglet-Brussy, le monsieur multiple casquettes des carnets. Merci aux reporters qui nous font voyager toutes les semaines. Sophie Larmoyer vous attendra dimanche prochain à 11h sur Europe 1. En attendant, bien sûr, vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre site europe1.fr. Et je vous recommande les très belles photos des Jardins d'Orient sur notre page Facebook. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Bon week-end à tous sur Europe 1, bien entendu. Merci beaucoup Esther. Très belle journée avec nous, il est 12h30 sur Europe 1. Et à 12h30 jusqu'à 13h, vous êtes avec Patrick Roger. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Il neige en ce 24 avril et pas qu'en altitude, il faisait des températures glaciales ce matin dans beaucoup de régions de France. Coup de projecteur dans un instant sur ce coup de froid. Emmanuel Macron, agitateur numéro 1, à tout juste un an de la présidentielle, ses déclarations n'en finissent pas de susciter des réactions et des controverses. Les dernières en date ce matin dans un instant. Agression d'un militaire à coup de cutter hier soir en gare de Strasbourg. On recherche un homme qui a tenu des propos en arabe. Dans ce journal encore, une grande affaire de blanchiment d'argent entre le Liban et la Colombie qui passait par Paris. Le vol réussi de Solar Impulse qui a traversé le Pacifique et atterri ce matin à San Francisco. Les hommages autour de Prince, la page des sports football, rugby et judo. Dimanche Magazine à 12h45 avec nos 3 mousquetaires. Giroud sur le dopage de Sacco, nouveau coup dur pour les Bleus. JP gêné sur le produit de saison. On va vous apprendre à cuisiner des cuisses de grenouille. Et puis Philippe Bilger pour son parti pris, pas convaincu par le mouvement Nuit debout. C'est un coup de froid qui nous a tous saisis en cette fin de semaine. Évidemment, les plus inquiets sont les producteurs ou agriculteurs. On l'a entendu ce matin dans la campagne nantaise, déjà pour le muguet. Écoutez aussi les céréaliers comme Vincent Guillot en Picardie à Saint-Quentin où il faisait 0 degré ce matin. Ce matin, on a eu une petite gelée blanche. On est inquiet un petit peu sur les cultures qu'on a semées à l'automne, c'est-à-dire le colza et les céréales d'automne, le blé et l'orge d'hiver, qui avaient, suite à l'absence d'hiver, un mois d'avance au niveau de la végétation. Des coups de froid ou des températures basses et un manque d'ensoleillement comme on peut avoir aujourd'hui dans les céréales, le blé et l'orge, on peut avoir une perte de fécondation. On pensait être sauvé de fortes gelées et là, on commence à faire un peu le dos rond par rapport à cette météo plus que capricieuse. Il faudra peut-être se souvenir de cette fin avril bien froide et bien humide. On voit pas le bout de l'hiver, entre guillemets. Oui, témoignage recueilli par Mélanie Nounès. Alors Valérie Darmon, des températures quand même donc en dessous des normales de saison. Ah oui, largement, entre 5 et 7 degrés en dessous des normales de saison. Les valeurs de ce matin les plus froides relevées par Météo France, c'était -1 à Troyes, Nancy, Metz et Orléans, 2 à Fontainebleau, avec des gelées jusqu'à
jusqu'en Seine-et-Marne, Champagne, Plateau Lorrain, un peu de neige aussi sur les Ardennes, à 300 mètres d'altitude. Des températures qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont dues à l'air polaire qui descend en ce moment donc du pôle et qui s'engouffre dans un couloir de courant de nord depuis la mer de Norvège en s'enfonçant dans le pays. Cet air très froid va apporter donc et apporte des perturbations et des giboulées ainsi que cette chute des températures. Cet après-midi, là où il fera le plus froid, c'est au nord de la Seine, à Reims, à Rouen, à Metz avec 8 degrés, à Paris avec un timide 10 degrés, mais en ressenti 5 degrés à cause de ce vent du nord. Ces températures trop basses vont durer toute cette semaine. La remontée timide, j'insiste bien sur le timide, est prévue pour le week-end prochain. Elles vont revenir simplement dans les normales de saison. On ne va pas être 7 à 8 degrés au-dessus comme on l'était en milieu de semaine dernière. Et les prévisions donc complètes avec vous, Valérie Darmon, dans quelques minutes pour cette semaine. Un militaire de l'opération Sentinelle blessé à coups de cutter dans la gare de Strasbourg hier soir. Alors qu'il était en patrouille avec un petit groupe, il a été agressé par un homme qui tenait des propos en arabe et qui a réussi à prendre la fuite, comme nous l'explique le directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, Dominique Jeanne. Il était près de 19h50 quand, à l'occasion d'une patrouille sentinelle à la gare de Strasbourg, un individu s'est jeté sur l'un des militaires en essayant de l'agresser avec un cutter. Il a été légèrement blessé à la joue. Ses camarades militaires et lui-même ont réussi à repousser l'assaillant. Est-ce que l'agresseur a motivé son geste? La seule chose que l'on sait, c'est effectivement qu'il a, en même temps qu'il portait le geste avec le cutter, il a proféré en arabe un certain nombre de mots dont je ne connais ni la teneur et encore moins la traduction. Dominique Jeanne de la préfecture du Bas-Rhin avec Raphaël Maillochon. À un an tout juste de la présidentielle, ce sera ce week-end du 23 avril l'an prochain. Il y a un homme qui ne cesse d'agiter le monde politique, Emmanuel Macron et ses déclarations. Vous allez entendre la réaction dans un instant de Jean-Marie Le Guen qui réagit à la dernière prise de position du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dans une interview accordée à Arte qui sera diffusée ce soir et enregistrée juste avant le lancement de son mouvement il y a 2 semaines. Emmanuel Macron qui se positionne par rapport à la gauche. À mes yeux, le vrai clivage dans notre pays, comme dans beaucoup de sociétés européennes, il est entre les progressistes et les conservateurs. C'est ce clivage que je veux rebâtir maintenant. Et je ne veux pas attendre 2017. Sinon, qu'est-ce qu'on fera? On va reproduire nos clivages pour la prochaine élection. Et la gauche ira faire ses primaires, qui iront se construire à gauche. Et elle choisira un candidat. La droite ira faire ses primaires et elle fera de même. Le mouvement a déjà commencé. Le candidat de gauche ou de droite qui arrivera premier ou deuxième du premier tour, qui aura vraisemblablement, si j'en crois les sondages aujourd'hui, affaire au Front National, dira « je dois reconstruire ». Et il ira chercher les bonnes volontés dans un rafistolage final. Ça, c'est insupportable pour les gens, parce que c'est ce qui renforce chaque jour le Front National, qui leur dit « vous voyez bien, ces gens-là vous mentent ». Moi, je ne mens pas aux gens. Je dis ce que je pense. Je le dis depuis le début. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Je veux pouvoir construire une action commune avec toutes les bonnes volontés qui croient à ce progressisme pour le pays. Emmanuel Macron dans cet entretien sur Arte. Écoutez la réponse de Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui lance une forme d'avertissement à son jeune collègue du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, son message est peut-être brouillé. Il brouille un petit peu son message. Et moi, je l'appelle à avoir à la fois plus de solidarité, mais de se concentrer sur ce qu'il peut apporter à la gauche et non pas ce qu'il peut en soustraire. Voilà. Je crois que ce qui est important, il n'y a pas d'aventure individuelle. Ça n'existe pas dans l'action politique. Même s'il y a des personnes qui se dégagent, il faut contribuer à la victoire de son camp, y compris en le poussant à se réformer. Comment pourrait-il être membre de ce gouvernement, avoir été l'un des principaux conseillers de François Hollande depuis 2012 et en même temps ne pas se référer à cette histoire et à ses valeurs? Il ne sera pas candidat face à François Hollande. Je ne crois pas une seconde, et je prends le pari devant vous, il ne sera pas candidat, il sera aux côtés de François Hollande en 2017. Jean-Marie Le Guen, invité ce matin du grand rendez-vous européen iTélé Le Monde à la veille d'un grand meeting demain où 21 ministres seront réunis autour de François Hollande à la fac de médecine
à Paris. Emmanuel Macron n'a pas été convié. Europe 1, 12h37, Patrick Roger. Une famille britannique décimée ce matin dans un accident de la route en Bourgogne. Le père de 31 ans et 2 enfants de 4 et 12 ans sont morts sur le coup. Un troisième est entre la vie et la mort. La mère a été légèrement blessée. L'accident s'est produit sur l'autoroute A39 en Saône-et-Loire. La voiture, vers 7h15, a heurté une glissière de sécurité, franchi un talus avant de se fracasser contre un pilier d'un pont. De l'argent sale transformé en voitures de luxe et en montres, des dépenses somptuaires dans les plus beaux palaces et restaurants autour des Champs-Élysées. Une filière libanaise qui blanchissait l'argent de trafiquants de drogue vient d'être démantelée au bout de quelques mois. Un trafic entre la Colombie et le Liban qui passait par Paris, où quelques personnes viennent donc d'être arrêtées ces derniers temps, Jean-Jacques Herry. Oui, on vient de l'apprendre, 5 personnes arrêtées en janvier dernier, au total une quinzaine dans toute l'Europe, la plupart de nationalité libanaise. Comme dans un film policier, tout était extrêmement bien rodé. D'un côté de l'Atlantique, des Colombiens qui exportent leur cocaïne en Europe, de l'autre, des collecteurs qui récupèrent l'argent de la vente de drogue en liquide, en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Un joli magot avec lequel ils achètent des voitures ou des montres de luxe, revendus ensuite à des complices au Liban. Voilà comment on se retrouve avec de l'argent propre cette fois, qui repart immédiatement en Amérique du Sud grâce à des courtiers libanais, eux aussi, installés en Colombie et surtout pas trop regardant sur l'origine des fonds. C'est depuis janvier 2015 qu'une information judiciaire est ouverte en Europe. Cela faisait suite à un signalement de la DEA, la police antidrogue des États-Unis. Il y a des éléments très probants. Exemple, en décembre 2014, un suspect libanais est arrêté en Hollande. Il est au volant d'une Toyota. Dans un sac noir caché derrière le siège du conducteur, on retrouve pas moins de 500 000 euros, uniquement des petites coupures, des billets de 20 ou 50 euros. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce système, sachez que les Américains ont intercepté plus de 8 millions d'euros en liquide entre 2012 et 2014. Jean-Jacques Herry, la menace de marée noire sur la Riviera italienne et la Côte d'Azur, la nappe de pétrole de 2 km de long et 500 mètres de large serait sous contrôle selon les autorités italiennes. C'est une nappe qui s'est échappée d'une raffinerie près du port de Gênes. Est-ce que l'on traversera un jour l'Atlantique à bord d'un gros avion fonctionnant à l'énergie solaire? Ça semble un peu fou aujourd'hui et pourtant, Bertrand Piccard et son avion solaire Solar Impulse continuent de nous faire rêver, de nous faire penser que ce sera peut-être possible un jour. Dans son tour du monde expérimental, Solar Impulse 2 vient de traverser le Pacifique et d'atterrir à San Francisco après avoir survolé ce matin le Golden Gate, la réussite d'un vol de 5 jours depuis Hawaï, Frédéric Michel, où l'on vous retrouve en direct de Monaco, là où est installé le centre de contrôle. Effectivement, Patrick, c'est à 8h46 précisément que Bertrand Piccard a posé son avion solaire. Il faisait nuit sur la côte ouest. Écoutez les premiers mots du pilote. La précision suisse, comme Bertrand Piccard, le pilote a bouclé cette 9e étape en 62h30. Oubliez les problèmes de batterie, les ingénieurs ont trouvé une solution pour éviter leur réchauffement et la traversée du Pacifique a été un vrai bonheur. Raymond Clair, le directeur de la mission. Quand il est arrivé sur le Golden Gate Bridge, il mentionnait tous les voiliers qui avaient peut-être fait le Cap Horn et qui arrivaient à San Francisco. Et il disait, j'arrive en Amérique, j'ai traversé le Pacifique et tout. Donc il vivait des moments incroyables. Et cela s'ajoute au moment fantastique qu'il a eu dans son intervention aux Nations Unies vendredi lors de la journée de la Terre. Car ce défi fou a un but, promouvoir l'écologie et les énergies renouvelables propres. Avec André Borschberg, le second pilote, Bertrand Piccard rêve désormais d'un New York-Paris. La traversée de l'Atlantique est prévue au mois de juin avant de boucler ce tour du monde de 35 000 km à Abu Dhabi, peut-être au mois de juillet. Frédéric Michel en direct de Monaco pour Europe 1. C'est allé très vite. 2 jours après sa mort, les funérailles de Prince ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Cette nuit, le corps du chanteur a été incinéré. Un hommage public devrait avoir lieu dans les prochains jours à Minneapolis, sa ville natale, où les fans affluent par milliers pour une forme de pèlerinage. Walid Berissoul, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Je trouve que c'est pas juste pour ses fans et je suis un peu déçu quoi. Je suis un peu déçu, je savais même pas qu'il y avait ces funérailles aujourd'hui. À quoi est-ce que vous vous attendiez Je m'attendais à ce qu'il fasse une cérémonie publique, un peu comme pour Michael Jackson qui nous donne l'occasion de venir lui rendre un hommage devant sa dépouille. C'est quelqu'un qui faisait de la musique pour tout le monde, pas seulement pour sa famille. Donc ouais, je me sens un tout petit peu frustré ou trahi. Ouais. C'est trop tôt quoi, c'est trop tôt. Nous sommes là pour lui dire au revoir.
et c'est tout ce que nous pouvons faire. Puis c'est ce qu'il aurait voulu d'être enterré comme ça, dans l'intimité. Alors on ne peut que respecter ça. Donc c'est bon. Nous sommes là pour montrer notre soutien. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, des fans au micro de Walid Berissoul dans ce reportage, donc notre envoyé spécial aux États-Unis. La page des sports maintenant avec vous, Julien Pierce. Bonjour. Bonjour. On commence avec la victoire du PSG hier soir, un peu dans la douleur tout de même, face à Lille en finale de la Coupe de la Ligue. Score 2-1, but signé Pastore et Di Maria côté parisien, Sidibé pour les Lillois sur un très beau coup franc. Le Paris Saint-Germain qui remporte son 3e titre de la saison, sa 3e Coupe de la Ligue consécutive, une sacrée performance tout de même qui soulage les joueurs de la capitale après leur échec en Champions League à l'image de Blaise Matuidi. Oui, elle fait du bien. Ça a été vraiment un match difficile. Voilà, on n'a pas fait forcément un grand match, mais tout le monde a fait les efforts. Tout le monde avait faim de ce trophée et ça a été acquis. Et voilà, on est content parce que c'est un trophée de plus pour nous. Blaise Matuidi au micro européen de Julien Froment. La Ligue 1 et la bonne opération hier après-midi de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Toulouse. 3-2. Les Rodaniens prennent provisoirement la 2e place du championnat en attendant les matchs d'aujourd'hui. À 14h, Marseille reçoit Nantes. À 17h, 4 rencontres. Montpellier 3, Guingamp, Caen, Saint-Etienne, Lorient, Gazélec, Ajaccio, Bastia. Et ce soir à 21h, Monaco ira à Rennes pour essayer de reprendre sa 2e place à l'Olympique Lyonnais. Et puis le 17e au classement, Reims s'est séparé hier de son entraîneur Olivier Guégan. Le club est en effet aux portes de la zone de relégation. Le directeur du centre de formation assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison, David Guyon. Mamadou Sakho dans la tourmente. Une enquête de l'UEFA a été ouverte après un contrôle antidopage positif du défenseur des Bleus. Le joueur a été suspendu par son club anglais de Liverpool dans l'attente des résultats de la contre-expertise. On devrait les connaître d'ici 2 semaines. Il risque jusqu'à 2 ans de suspension et pourrait donc manquer l'Euro au mois de juin. Oui, il a été contrôlé effectivement pour un produit entre guillemets un peu amaigrissant. On va revoir ça dans un instant avec Giroud. On passe au rugby avec un match crucial aujourd'hui pour le Racing 92. Demi-finale de Coupe d'Europe, la première dans l'histoire du club francilien. Dan Carter et ses coéquipiers se rendent sur la pelouse de Leicester en Angleterre pour un match qui s'annonce très compliqué, explique Laurent Travers, l'entraîneur des Avants. On va jouer contre un club anglais en Angleterre, contre une équipe qui a de l'expérience, qui connaît les phases finales de Coupe d'Europe, qui a été 2 fois champion d'Europe. Quand on voit la puissance qu'ils peuvent avoir, plus la vitesse, oui, c'est une équipe qui est très très bien en place. Après, si on commence à baisser la tête et à dire que c'est pas possible, c'est pas la peine qu'on se déplace. Donc oui, on va y aller pour essayer d'aborder et d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire en finale. Laurent Travers au micro européen de Simon Rubin. L'autre demi-finale s'est jouée hier entre 2 autres clubs anglais. Les Saracens ont dominé les Wasps 24-17, ils iront donc en finale. Elle aura lieu à Lyon le 14 mai prochain. À force de tout gagner, il commence à banaliser l'exceptionnel. Le judoka Teddy Riner hier a une nouvelle fois été sacré champion d'Europe. Pour la 5e fois de sa carrière, à seulement 27 ans, sur les tatamis de Kazan en Russie, Riner a été impitoyable avec ses concurrents et cette bonne augure à un peu plus de 3 mois des Jeux à Rio. C'est une bonne préparation pour les Jeux. C'est une façon de se remettre dans l'objectif de la médaille d'or, l'objectif de la finale. Et voilà, l'opposition était présente, c'est ce que j'étais venu chercher, donc très content. Teddy Riner joint pour Europe 1 par Marie Guida. Et puis pour terminer, un mot de cyclisme, on connaîtra vers 17h le vainqueur de la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, 102e édition aujourd'hui, sous la neige dans certains secteurs, ce qui a poussé les organisateurs à modifier le parcours initial. Oui, merci Julien Pierre, c'est bien la météo justement avec Valérie Darmon. La neige, on l'évoquait dans les Ardennes, le Jura, et des températures fraîches. Est-ce que ça va remonter un petit peu quand même demain et cette semaine? Alors, un tout petit peu, on va dire demain après-midi, sinon pas du tout demain matin. Les minimales seront toujours comprises entre 0 et 4 degrés sur les 2 tiers nord de la France, avec des gelées toujours assez fréquentes et locales. Moins 1 degré annoncé dans le nord-est. Elles oscilleront de 4 à 9 près des côtes et dans les terres entre l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen. C'est comme ce matin. Demain après-midi, il fera 12 à 16 de la Bretagne au sud-ouest, 15 à 19 près de la Méditerranée et pas plus de 7 à 12 sur le reste de la France. Et le ciel, en revanche, lui, il s'améliore tout doucement sur la moitié sud. Très beau temps en Méditerranée, plus nuageux mais sec en Aquitaine. Des côtes de la Manche et des frontières du Nord jusqu'au Massif central et les Alpes du Nord. Le temps humide et frais sera toujours d'actualité. L'après-midi, avec l'arrivée d'une perturbation, les pluies deviendront plus fréquentes et plus régulières, en particulier d'ailleurs sur les Hauts-de-France, tandis que le vent d'ouest va se renforcer avec des rafales jusqu'à 70 km/h près de la Manche jusqu'au nord de la Loire et au nord Pas-de-Calais.
C'est pour ça d'ailleurs que ce ressenti de fraîcheur va être accentué par ce vent de nord, un peu comme aujourd'hui. Ailleurs, le temps sera plus sec avec des éclaircies plus nombreuses. Elle le dit avec le sourire et ça passe un peu mieux. Merci Valérie Darmon. Dans un instant, nos mousquetaires qui sont là, JP Géné, Giroud et Philippe Bilger qui nous donnera son avis sur ce mouvement Nuit debout qui va peut-être continuer. Il y a une nouvelle journée d'action qui est prévue jeudi prochain et on verra justement si ce mouvement va tenir. Philippe Bilger nous donnera son avis dans un instant. Dans la matinale d'Europe 1, retrouvez les experts de 7h15. Entendu dans les couloirs de l'Élysée la semaine dernière, Hollande s'est Aimé Jacquet en 1998. Toute la presse est contre lui, mais il va gagner. Un regard différent sur la politique, l'économie et l'innovation. Les chercheurs de Harvard ont en effet annoncé qu'ils avaient réussi à stocker sur de l'ADN 1 million de copies d'un vieux film. La matinale d'Europe 1, présentée par Thomas Soto, du lundi au vendredi, 6h-9h. Europe 1, un temps d'avance. Des magasins qui vendent des placards qui vous font sortir de vos gonds, il y en a partout. Mais une enseigne qui vous propose un module de rangement plus les portes coulissantes pour 94,80 €, conseil compris, il n'y en a pas deux. Et oui, chez La Paire jusqu'au 15 mai, vous profitez de 10 € de remise immédiate par tranche de 100 € d'achat sur tout le catalogue intérieur. 10 € offerts par tranche de 100 € d'achat. La Paire, c'est sûr, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Vous qui portez des lunettes, vous trouvez ça normal que deuxième paire à 1 € rime avec qualité zéro? Nous non plus! Chez Général d'Optique, pour 1 € de plus, une deuxième paire valable dans tout le magasin et un chèque cadeau de minimum 100 € pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Offre valable jusqu'au 21 juin 2016. Conditions en magasin, dispositif médical CE. La fille de Brooklyn, le nouveau roman de Guillaume Musso, une critique enthousiaste. Le magazine des livres, rythmé, intense et captivant, le tout dernier roman de Guillaume Musso est aussi addictif que les grandes séries américaines. À lire de toute urgence. Philippe Vallet, un thriller éblouissant. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, un livre XO, numéro 1 des ventes. 12h49, vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à 13h, c'est Dimanche Magazine. Patrick Roger. Oui, avec les regards et bien sûr les partis pris de nos chroniqueurs, nos trois mousquetaires, Giroud, Philippe Bilger et JP Géné, l'homme de la gastronomie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Guy. Bonjour. Ah, voilà, on ne vous entendait pas. Vous êtes, allez, on le dit pour les auditeurs, vous êtes en duplex avec nous, d'Auxerre, de la Bourgogne. Alors, Philippe, votre parti pris tout à l'heure. Nuit debout, mais étamou. Voilà, JP Géné, votre produit de saison, donc. Chronique spéciale Froggy. Les Froggies, les cuisses de grenouille. Et Giroud, on commence par vous. Et les mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour les Bleus à moins de 2 mois maintenant de l'Euro de football en France. Didier Deschamps devra peut-être se passer des services de Mamadou Sakho, le défenseur qui vient d'être contrôlé positif au dopage avec son club de Liverpool. Il a pris un produit destiné à brûler les graisses. Il le confirme d'ailleurs, mais il pensait qu'il n'était pas interdit. C'est quand même assez étonnant ça, non, Giroud? Oui, c'est étonnant si on croit ce qu'il dit. Et si c'est ce qu'il dit. Bon, il est pris. Ouais. Ça se résume à quoi? Prise de sang ou bien analyse d'urine. Le produit, un flacon A, un flacon B. Le flacon A a dit il a un produit interdit. Alors après, il raconte ce qu'il veut, c'est pour... sa défense, oui. Voilà, pour sa défense, c'est un produit pour la toux, c'est un produit pour le pipi au lit, c'est un produit... Bon, et alors si l'échantillon B, dont il va demander l'analyse, confirme, eh bien, il sera convaincu de dopage, et c'est l'UEFA, là, dans ce cas-là, ou une association de lutte contre le dopage qui prendra la sanction. Il sera suspendu minimum 6 mois. À mon avis, ça peut aller à 2 ans. Quoi qu'ils disent. Oui. C'est un coup dur pour les Bleus, pour Didier Deschamps. Donc après l'affaire Benzema déjà. Bien sûr, c'est pour ça que j'avais pas la même position que le président de la fédération et l'entraîneur sur. C'est pas fini. Sur Benzema. Sur les présumés 23. Oui. Alors, moins Benzema, ça fait 22. Moins Sakho, ça fait 21. Attendez la suite. Il y aura un blessé. Toutes les épreuves. Moi, j'ai fait 14 Coupes du Monde et 8 euros. Quand on est à 2 mois de l'épreuve, on a une liste approximative.
Oui. En attendant, il n'est toujours pas condamné, mais on ne peut pas quand même le sélectionner. Ce sera difficile, quoi. Il faut attendre évidemment quelques jours, mais pour Sacco, Oui, à part les vices de procédure, j'ai pas vu, moi, de joueurs convaincus de dopage blanchis avant de faire leur sanction. Oui, ce qui semble quand même incroyable dans cette histoire, à chaque fois qu'il y a des affaires de dopage dans le football, c'est qu'il y a de véritables hôpitaux dans les centres d'entraînement des clubs de football professionnels aujourd'hui. Et comment peut-on se tromper à ce point-là ? D'abord, les joueurs ne vivent pas toujours au stade et ne mangent pas que ce qu'on leur donne. Ils ont une vie extérieure et, ma foi, il peut se passer plein de choses. Moi, j'avais un joueur une fois qui avait pris de l'antigrippine de sa femme. Heureusement, c'était en début de semaine et ça avait été éliminé. Mais bon, ça peut arriver n'importe quand. Maintenant, en Angleterre, dans les clubs, la médecine n'a pas la même importance qu'en Italie. En Italie, ils étaient très organisés pour doper les joueurs, au point que je disais, à quoi reconnaît-on un club qui dope les joueurs? C'est le club qui a un docteur à plein temps. Mais là, mais ça c'était il y a une vingtaine d'années. Ça a quand même changé en fait depuis, quoi. Oui, j'espère. Oui. Merci Guy, restez avec nous parce qu'on va parler des Froggies, comme le disait JP Géné tout à l'heure pour le produit de saison. Donc les Anglais se moquent souvent de nous avec nos fameuses cuisses de grenouille. Pourtant, il paraît que ce sont eux qui en ont mangé avant nous, avant les Français. Alors, d'où viennent-elles, JP Géné, ces grenouilles en fait aujourd'hui en France? C'est de l'élevage ou des sauvages? Maintenant c'est de l'élevage, mais avant c'était la saison. Après Pâques, on allait à la pêche aux grenouilles. On va pas chasser les grenouilles, on va pêcher les grenouilles. C'est pour ça qu'on les vend chez les poissonniers. Et bon, l'espèce disparaissant, elle est quasiment protégée. Depuis 1980, tout prélèvement commercial est interdit en France, seulement autorisé pour la pêche de loisirs. Alors, on en mange quand même 4000 tonnes par an en France. Ah oui. Alors, d'où viennent-elles? Il y a deux sources. Il y a l'importation, où elles arrivent majoritairement congelées. Elles viennent ou d'Asie, Thaïlande, Chine, Vietnam, ou du pourtour méditerranéen, enfin plutôt de Turquie, d'Albanie et d'Égypte aussi. Ces grenouilles, elles sont ou élevées, ou pêchées ou élevées. Et jusqu'ici en France, il n'y avait pas d'élevage de grenouilles, qu'on appelle la ranaculture, du latin. Et donc ça commence à se développer. Du coup, les particuliers que nous sommes, comme Sophie qui a envie de manger quelques cuisses de grenouille, parce que souvent, on le voit parfois dans les cartes de restaurants, mais chez les particuliers, c'est quand même plus rare. Et pourtant, c'est compliqué ou pas à faire des cuisses de grenouille? Du tout. Vous savez, les grenouilles, elles sont présentées, les cuisses de grenouille, elles sont présentées sur une brochette, où il y en a en gros une douzaine, et il y a un seul élevage en France qui fait ça, qui en produit 3, 4, 5 tonnes par an. Et c'est un plat qui est dans le restaurant, c'est un plat emblématique de la gastronomie française. Tout le monde se souvient des cuisses de grenouille à la purée d'ail au jus de persil de Bernard Loiseau. Chez les Borlins en Alsace, la mousseline de grenouille fait partie du patrimoine familial. Oui, c'est ça. Alors comment on les cuisine? Vous les achetez par brochette? On les achète par brochette, où il y a les deux cuisses arrière. C'est seulement celle-là qu'on mange, parce que les petites, celles de devant, elles sont maigrichonnes. Il suffit de bien les éponger, vous les farinez, vous les mettez dans une poêle au beurre moussant bien chaud, 4-5 minutes de chaque côté, et à la dernière minute, vous ajoutez une persillade, ail persil haché, vous les roulez dedans, et vous les mangez avec les doigts, avec une pensée pour la reine d'Angleterre qui vient de fêter ses 90 ans. Oui, c'est pas forcément très cher, une trentaine, c'est 30-40 euros le kilo. Le kilo, mais on en mange pas un kilo quand même. Ça fait une entrée chaude, on en mange 4-5. Qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange en accompagnement avec les cuisses de grenouille? Le chablis. Ah, bah oui, en Bourgogne. Ah, bah voilà. Ça fait plaisir avec Giroud. Attendez, parce que alors sinon, effectivement, on est reparti avec Giroud, là. Oui, je voulais vous raconter une anecdote. Ah oui. Bernard Loiseau venait de mettre au point sa recette dont vous avez parlé. Et l'a offerte à monsieur le président Mitterrand, qui était représenté dans le bébé de show par une grenouille. C'est vrai. Exact. Et monsieur Mitterrand l'a regardé et lui a dit: Monsieur Loiseau, vous vous moquez du président de la République? Voilà, donc avec effectivement ces grenouilles. Philippe Bigère maintenant.
Alors, il y a parfois de très grosses cuisses et des moins grosses. Quelles sont les plus goûteuses? Les plus grosses sont celles qui viennent de Thaïlande. Quand vous allez en Thaïlande et vous en mangez, c'est comme une cuisse de poulet. Voilà. Allez, maintenant, votre parti pris, mon cher Philippe Bilger, sur le mouvement Nuit debout, qui en sera à 1 mois d'action cette semaine. Certains y ont vu l'émergence d'un souffle citoyen face à la défiance politique. Quel est votre regard? Alors, le Nuit debout a été créé le 31 mars. Alors, d'abord, sur la forme, globalement entendu, je trouve que ce mouvement est très intolérant. On l'a vu, bien sûr, avec les insultes et les crachats à l'encontre d'Alain Finkielkraut. On a vu à quel point des dégradations et des violences se déroulent chaque nuit dans la périphérie de ce mouvement, à quel point les organisateurs qui prétendaient gouverner cette multitude ne l'ont pas fait. On a vu à quel point la préfecture a été laxiste. Simplement, elle semble se réveiller hier, puisqu'elle a dit maintenant on ne sera plus aussi indulgent. Donc dans la forme, je trouve qu'il est déjà surprenant de permettre la continuation d'un tel mouvement alors que nous sommes en état d'urgence. Mais si je peux me permettre, sur le fond, je trouve cet engouement gonflé par les médias totalement surprenant, parce qu'au fond, on voit là une tradition française que je trouve perverse. De manière régulière, on a besoin de croire que mai 68, dont pourtant on a constaté les effets négatifs, réapparaît de manière parcellaire, fragmentaire, et à entendre certains ou à lire d'autres sur Nuit debout, on a l'impression que c'est des petits bouts de mai 68 qui reviennent, comme s'il fallait les souhaiter, et comme de cette masse surgissait quoi que ce soit. Oui, mais parce que la démocratie vient aussi aujourd'hui du terrain, mon cher Philippe, et qu'il y a cette défiance à l'égard des politiques, donc on recherche de nouvelles sources contributives d'idées au débat public, quoi. Je me garderais bien de vous contredire, mais bien sûr, il y a une démocratie qui surgit de la base, mais j'ai l'impression que Nuit debout est surtout le substitut à un État qui est devenu complètement impuissant et mou. Merci Philippe Bilger, merci à tous les trois pour vos partis pris et vos regards, et on verra s'il y aura un rebond ou pas cette semaine effectivement pour Nuit debout. On marque une pause et dans un instant un nouveau point sur l'information à 13h. Tout à l'heure à 13h, retrouvez la playlist Europe 1, le magazine musical présenté par Julia Martin. Le Crédit Mutuel donne le la à la playlist Europe 1. Les Angry Birds, il n'y a plus rien à casser. Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Jumper.